que Eric prend place, je vais m'efforcer de le présenter correctement. Eric est à la fois professeur à l'Université de Paris-Saclay. Il est un chirurgien distingué, amateur de foie et de remplacement de foie à l'hôpital Paul Brousse. Et Eric est aussi un des chirurgiens les plus engagés dans les questions d'innovation autour du bloc opératoire, à la paix et au-delà. Eric, il en parlera sans doute, était à l'origine d'une chaire qui s'appelle BOPA, bloc opératoire augmenté sous ton contrôle, qui est une chaire APHP, IMT, Université de Paris-Saclay, en relation étroite avec INRIA. Et il est désormais de plus en plus actif dans le champ de l'innovation en santé de manière large, notamment dans le cadre de tout le processus France 2030, qui a été lancé par le gouvernement dans le contexte des différents plans qui ont animé les différents derniers mois. L'idée peut-être en ouverture, Eric, si tu en es d'accord, c'était de rentrer dans cette réflexion un peu globale sur l'état de la transformation du système de santé, en prenant un regard qui est le tien, c'est-à-dire à la fois le regard d'un médecin, d'un chirurgien qui a donc des activités un peu particulières, consistant pour l'essentiel à ouvrir des gens, à intervenir à l'intérieur et à les refermer, ce qui n'est pas si trivial que ça, et puis de quelqu'un qui maintenant regarde un peu le système de manière un peu large. La première question que je voulais te poser, sans forcément revenir sur toutes les étapes de ton parcours, c'était de comprendre ce qui t'avait amené, toi, chirurgien digestif, passionné d'opération et de chirurgie, à consacrer autant de temps à ces questions d'innovation et de transformation technologique. Alors, merci d'abord pour cette invitation. Donc, ce qui m'a amené plus, je suis PUPH, donc dans mon métier de PUPH, on doit faire de la recherche. Et ce que j'essaye de faire en plus de la recherche, c'est en effet de l'innovation. Et pourquoi je fais de l'innovation et on a développé la chaire BOPA? Parce qu'aujourd'hui, faire de la recherche avec une recherche de très très haut niveau, ça devient extrêmement compliqué. Et comme pendant plusieurs années, j'ai fait de la recherche clinique comme tout le monde, avec des tableurs Excel et avec des dossiers cliniques non informatisés, parce que malheureusement, on n'est pas encore totalement informatisé, eh bien, je me suis rendu compte que ça tournait un peu en rond et que finalement, j'avais pas les moyens d'avancer vraiment très très vite dans des sujets intéressants. Et en fait, j'ai compris que un des moyens de faire aboutir des projets originaux et de manière un peu rapide, c'était de faire de l'innovation. Et pour faire de l'innovation, eh bien, il faut aller rencontrer des gens qui font pas votre métier. Donc en fait, le sujet, c'est que moi, je fais de la chirurgie du foie, et la chirurgie du foie, c'est une chirurgie qui s'intéresse à un organe complexe, qui régénère, et il se trouve que j'ai un père qui est neurophysiologiste, qui lui s'intéressait au cerveau, et qui dans les années 70 a développé les premiers réseaux de neurones formels dans le domaine de la rétine. Et donc j'ai baigné dans cet environnement informatique depuis tout petit. Et en fait, j'ai croisé à l'occasion de mon parcours universitaire un mathématicien qui travaillait à l'INRIA. Ce mathématicien à l'INRIA développait des modèles pour simuler la régénération du foie. Et c'est là, en fait, je suis rentré dans un monde qui est le monde des mathématiques pour essayer de décrire ce que je faisais. Et j'ai découvert qu'en fait, la manière de faire finalement de l'innovation, je vous prie de m'excuser, de l'innovation, c'est d'aller voir d'autres personnes, d'autres spécialités. Et en effet, j'ai développé plein de choses autour des mathématiques, des modèles de foie qui se déforment, etc., etc. C'est comme ça, en fait, que j'ai évolué vers l'innovation. C'est en me disant que finalement, en faisant de l'entre-soi et de la recherche classique, c'était long et difficile. Et la seule manière de faire des choses intéressantes, c'est de sortir de ça. Et donc, à la suite de ça, ben, comme tu as raconté un peu l'histoire, on a créé la chaire BOPA. Mais au départ, c'est vraiment une rencontre avec des mathématiciens. Ouais, je trouve intéressant cette définition-là parce qu'elle nous fait toucher du doigt ce côté
décloisonné, ouvert et ce côté collectif en fait derrière les processus de transformation matérielle ou de la transformation effective à la fin. Cette ouverture-là, elle se manifeste par le fait que, comme tu le disais très bien, on voit de tous les côtés les mathématiques, les mathématiciens revenir dans les questions à la fois de recherche et les questions d'innovation. On le voit notamment via l'aspect données, collecte de données, analyse de données avec sans données dans les formules toutes faites, quelque chose qui se passe évidemment autour de l'intelligence artificielle, autour de l'idée que puisqu'on collecte aujourd'hui de plus en plus de données sur les patients, avec leur consentement évidemment, on va être en mesure d'analyser finement ces données, d'identifier des régularités, d'améliorer les capacités de prédiction, bref, d'essayer de continuer à personnaliser ou spécifier la médecine. Moi, la question que je me posais une fois qu'on fait ce chemin, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a au fond deux grandes polarités autour desquelles on hésite un peu tous. Une médecine très prédictive, avec le sentiment qu'on va être capable d'individualiser les prises en charge, les médicaments, les parcours, et une médecine très préventive, qui est censée être liée à la médecine prédictive. Je voulais te demander deux choses. La première, c'est dans cette espèce de duo, de quel côté tu te situes, si jamais il faut choisir. Et ma deuxième question, c'était cette médecine préventive qu'on évoque beaucoup. Il y a un ministère de la Santé et de la Prévention désormais. C'est quoi son contenu pour toi? La médecine préventive, dernièrement, on en a fait beaucoup avec quelque chose qui s'appelle la vaccination. Donc finalement, la dernière fois, on a fait vraiment de la santé publique à grande échelle, c'est ça. C'est la médecine préventive, c'est la vaccination. Et on a vu que ça marchait plutôt pas mal. Donc le sujet, c'est que en effet, on parle beaucoup de médecine préventive parce que finalement, on n'a pas le choix. Parce que quand on voit aujourd'hui l'augmentation des dépenses de santé, en particulier la consommation de médicaments, eh bien, il est sûr qu'aujourd'hui, on connaît de plus en plus de maladies. Les gens vivent de plus en plus vieux, on fait de plus en plus d'examens, donc on consomme énormément de soins et il va falloir un jour ou l'autre quand même qu'on se décide à essayer d'éviter d'avoir des gens qui tombent malades, ou du moins de découvrir des moyens pour les traiter finalement de manière plus précoce et que ça coûte moins cher. Mais c'est là où finalement, en effet, la médecine préventive a pour objectif de jamais tomber malade. Bon, on n'a pas encore réussi. La médecine prédictive consiste à traiter des maladies avant qu'elles ne deviennent trop graves. Donc le sujet, c'est que moi, par exemple, je fais de la chirurgie du foie, je traite donc des gens qui ont des cirrhoses du foie, qui consomment de l'alcool, qui ont le diabète, qui ont de l'obésité, ce genre de choses. Il y en a certains, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore très bien, qui vont développer des maladies graves du foie. Eh bien, l'objectif, c'est d'identifier cette population qui est à risque de développer des maladies graves du foie, donc des cancers du foie, de manière à pouvoir traiter le cancer lorsqu'il est tout petit, ce qui nécessite pas grand-chose, plutôt, enfin pas grand-chose en termes de dépenses de santé, plutôt que lorsqu'il est plus important avec une cirrhose décompensée, ce qui nécessite de faire ce que je fais souvent, c'est-à-dire des transplantations hépatiques. Donc une opération beaucoup plus lourde qui coûte beaucoup plus cher à la sécurité sociale. Donc en effet, le sujet c'est ça, c'est la prévention. Je pense que c'est bien, mais finalement, on ne sait pas encore éviter la mort. Peut-être on y arrivera un jour, mais pour l'instant, on n'évite pas encore la mort. Il y a un papier encore récent sur la coloscopie qui montre que finalement, c'est très utile pour détecter le cancer, mais qu'à la fin, quand même, les gens meurent et finalement, la différence n'est pas absolument fondamentale, donc énorme. Donc le sujet de prévention, je suis d'accord, on en parle beaucoup, mais finalement, dans les faits, qu'est-ce que ça donne? Et alors, pour finaliser la prédiction, le problème de la prédiction, c'est que quand on connaît le futur, on le modifie. Donc le sujet, c'est que il faut des algorithmes prédictifs basés sur des données qui sont capables de se remettre en question. Parce que sinon, on a en fait des algos qui ont toujours des années de retard. Et il y a un point qui est intéressant, même dans notre activité clinique aujourd'hui, en fait, devant des malades, il y a des gens qui me posent la question combien de temps il me restera à vivre, etc., etc. À 5 ans, à 10 ans. Et en fait, aujourd'hui, si vous êtes instruit, vous savez que la médecine va très vite, les médicaments se développent très vite, et il est absolument impossible
de traiter les malades d'aujourd'hui avec les résultats d'hier et les traitements d'hier. Donc le sujet, il est là. Le sujet, c'est que on fait de l'algorithmie dans nos têtes pour décider de tel ou tel truc, mais qu'aujourd'hui, ça va très très vite. Donc il faut toujours être capable de pouvoir réévaluer nos algorithmes. Donc c'est de la médecine qui va en plus prédictive et qui va tout le temps se modifier. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué finalement. Ouais. Et sur ce duo-là, prédiction-prévention, qui est un duo qui est au cœur de la notion de santé connectée, parce qu'au fond, on peut l'avoir soit comme comme une manière de suivre le patient, de construire un lien nouveau avec lui, d'être présent auprès de lui avec une forme de permanence que n'a pas le système de soins. Par définition, aujourd'hui, être soigné, c'est accéder à un moment déterminé à un soignant. L'univers de la santé connectée dans lequel on évolue tous de plus en plus, c'est un univers où en réalité vous êtes potentiellement toujours en relation avec le système de soins. Et cet univers-là est un univers où à la fois on peut se dire qu'on collecte de la donnée, et on va vers des schémas de prédiction, et puis c'est un univers dans lequel on peut aussi se poser la question de savoir comment ce lien est mis au service de stratégies de prévention. Et moi, c'est une interrogation que j'ai beaucoup, mais tu le sais, et on l'avait partagé à plusieurs reprises. Je vois bien la manière dont aujourd'hui tout le monde s'empare de l'idée de la prédiction, en se disant que par ailleurs ça peut donner des schémas de développement économique autour de jeux de données, que ça peut donner des éléments de valeur à un système de suivi de patients. Mais ce lien numérique, c'est aussi un outil pour la prévention. Et comme tu le disais, tes patients qui, à la fin des fins, arrivent chez toi parce qu'on n'a plus d'autre solution que de remplacer leur foie, en tout ou en partie, ce sont des patients qui ont à la fois sans doute des déterminants génétiques qu'on ne sait pas encore bien caractériser, et puis c'est des gens qui ont des sujets comportementaux, d'alcool, d'alimentation, de surpoids, et qui sont donc des personnes qu'on est peut-être capable de faire dévier de leur trajectoire à la condition d'être capable de changer leur comportement. Et cet deuxième univers-là est un univers qui est à la fois peut-être plus compliqué encore que l'univers de la fouille de données, et en même temps, c'est un univers qui doit pouvoir avoir un impact assez considérable et autour duquel je trouve qu'il y aurait de l'intérêt collectivement à ce qu'on pousse un peu les feux. Ça, c'est mon regard, mais tu le sais, c'est mon regard personnel, c'est aussi notre regard côté Atotel Dieu, le regard qu'on partage avec Philippe Raveau. C'est il y a peut-être beaucoup d'excitation autour des données et assez peu autour des comportements. Et au fond, le numérique, c'est quand même un outil extrêmement puissant pour changer les comportements. C'est aussi un outil puissant, tu l'as dit, pour cibler des messages d'éducation thérapeutique, des messages d'accompagnement comportementaux. Il y a une forme de paradoxe à ce que le numérique se soit construit avec, comment dire, c'est le domaine dans lequel on a su utiliser, y compris notre incroyable intelligence mathématique, pour amener des gens à cliquer sur des publicités. Ce qui est une fin intéressante, mais enfin, pas peut-être la fin sociale la plus élevée qu'on aurait pu imaginer. Et cette intelligence mathématique-là, aujourd'hui, on l'a pas encore utilisée pour essayer de pousser le bon message formulé de la bonne manière auprès de la bonne personne, c'est-à-dire celui qui, pour un ensemble de raisons, a des facteurs de risque. On a dans ces thèmes qu'on évoque des fractures et des liens, une question qui est comment cette médecine connectée est une médecine pour tous. C'est-à-dire comment on évite que à la fracture sanitaire s'ajoute la fracture numérique. Comment on fait en sorte pour toi qu'on soit pas en train de construire une médecine extrêmement scientifique, extrêmement précise, extrêmement nourrie par des outils divers et variés, à la fois intéressants et chers. Comment on évite que ça soit une médecine à deux vitesses ? Je pense que il faut s'efforcer de rendre le message simple. En fait, j'avais un ancien patron qui disait tu dois être capable de me rendre intelligent. C'est-à-dire que le sujet, c'est que quelqu'un qui connaît vraiment un sujet est capable de l'expliquer avec un minimum de mots le plus précisément possible. Donc, il faut en appeler à l'intelligence des gens. Moi, j'ai développé plein d'outils pour pouvoir donner la possibilité à n'importe qui, je pense, de comprendre ce que c'est qu'un cancer du foie, comment on le traite, etc., etc. Donc je pense que ça passe d'abord par une dimension très pédagogique et il faut que les docteurs descendent de leur piédestal. Je pense qu'on nourrit une relation paternaliste entre le soignant et le soigné
et qu'il faut descendre de cette situation parce que c'est ça qui va donner aux gens l'envie de poser des questions et finalement prendre un peu leur santé en main parce que ils oseront. Alors, je reviens sur ce que tu disais sur le fait que, en effet, la santé connectée peut être responsable d'une différence liée à son niveau socio-économique. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, tu as plein de papiers qui sortent en montrant que des applications de détection, de prédiction, c'est mieux que classique. Mais en fait, ce que vous testez à travers ça, c'est un environnement socio-économique. Ça a été monté 25 fois dans le cancer des poumons, etc. Donc, il y a un vrai sujet qui est que on est capable de faire ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire de détecter des patients à risque pour pouvoir justement proposer des examens pour éviter que la maladie devienne trop grave. On est capable de le faire, mais on ne le fait pas parce que la loi nous l'interdit. Aujourd'hui, on peut parfaitement screener Twitter et screener Facebook et screener machin et être capable d'identifier le bonhomme qui va regarder des trucs pour se suicider, pour consommer de l'alcool, etc., etc. Donc on est capable de le faire, ça, aujourd'hui. Mais on peut pas ensuite aller retourner vers la bonne personne pour lui dire « Fais attention, Coco, t'es en train de déconner ». Donc là, il y a un sujet qui est un sujet, finalement, sujet de loi. C'est-à-dire que le RGPD, c'est bien, mais le RGPD, ça nous empêche aussi d'aller au bout de l'utilisation du numérique pour éviter que les maladies, finalement, apparaissent. Peut-être juste 3 commentaires sur ça. Un, il y a des univers dans lesquels les gens ont donné leur consentement. Et je pense qu'évidemment, le consentement est majeur. Mais il y a des univers de données qui sont partagés par les patients et qui le sont par définition avec leur accord. Et dans cet univers-là, on peut sans doute travailler. Ça, c'est certain. 2, je trouve qu'autour de ces questions d'accessibilité, il y a des vraies et des fausses questions. Il y a des vraies questions parce que il y a des fractures territoriales qu'on connaît, il y a des questions de zones blanches, il y a une inégalité dans l'accès à des types d'outils numériques. Maintenant, quand on regarde certaines études ou certaines expériences, on voit aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'une application sur un smartphone hyper sophistiqué pour faire des choses qui sont du suivi. Et ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, le taux d'équipement en téléphone portable est extrêmement élevé et que le SMS est somme toute, n'est pas un mauvais outil, à la condition de l'insérer dans une stratégie de prise en charge. Philippe Raveau cite souvent une étude, je crois, sud-africaine, qui était une étude autour de prise en charge de patients dans les townships, qui reposait essentiellement sur l'envoi d'un SMS régulier, qui était un SMS « Est-ce que tout va bien ?» Et si la réponse était oui, il n'y avait pas de sujet, et s'il n'y en avait pas, il y avait à ce moment-là une forme de prise en charge. Et donc, derrière le numérique, il faut autre chose. Mais on peut, avec des outils relativement simples, réussir à travailler. Et puis, un dernier petit commentaire. Si on veut être capable de construire des stratégies de prise en charge inclusive par le digital, il faut qu'on regarde ce que sont les usages digitaux de l'ensemble de la population. C'est-à-dire aussi bien celle qui est suréquipée, socialement favorisée à de nombreux égards, mais aussi regarder ce que sont les usages digitaux des populations fragiles ou les populations les plus exposées. Quand on regarde les patients qui sont pris en charge dans les consultations d'accès aux soins de santé, qui sont des patients d'une fragilité absolue, qui cumulent toutes les déterminations sociales et toutes les malédictions, on peut s'en faut, on a affaire à des gens qui ont des téléphones portables d'un type particulier, qui vont de carte en carte, mais qui ont en fait une forme d'identité numérique derrière, souvent réseaux sociaux ou des choses comme ça. Si on sait utiliser ces canaux-là, alors on est capable d'abord de stabiliser une relation et puis éventuellement de travailler. Alors c'est compliqué évidemment, mais je pense que cette dimension est une dimension importante. Si on regarde pas les usages et si on regarde pas les usages selon les populations, évidemment qu'on fera une médecine pour youpi avec des objets connectés qui sont hors de prix. Merci beaucoup Eric. C'était un plaisir.